Ton ex-femme est toujours en vie, dit le petit garçon sans abri. Le millionnaire enquête et ce qu'il découvre le bouleverse. Armand Lefebvre, 40 ans, passait pour l'un des entrepreneurs les plus brillants de sa génération. Fondateur d'un réseau de start-up technologiques prospères basé à Paris, il résidait seul dans un appartement luxueux de l'île Saint-Louis. Depuis 5 ans, son existence s'était figée dans une routine millimétrée et sans chaleur. L'accident tragique de bateau survenu au large de la Corse, qui avait coûté la vie à sa femme Camille, l'avait brisé intérieurement. Malgré les rapports officiels, les preuves matérielles et l'absence de corps, une part de lui n'avait jamais vraiment cru à cette mort. Il n'en parlait à personne, même pas à ses rares amis restés proches. Pour les autres, il s'agissait d'un veuf digne qui sublimait sa douleur dans le travail et le succès. Ses journées suivaient un rituel immuable. Réveil à 6h30 du matin, footing au bord de la Seine, douche glacée, lecture de la presse économique, puis direction son siège avenue Montaigne. Il dirigeait tout avec une précision clinique, distribuant les décisions avec la froideur d'un chirurgien. Il ne sortait que rarement, et lorsqu'il le faisait, c'était pour des événements où l'étiquette l'obligeait à se montrer. Les fêtes, les rires, les promesses du monde extérieur glissaient sur lui sans jamais l'atteindre. La ville lumière vibrait au rythme de l'innovation et de l'art, mais Armand vivait en noir et blanc, enfermé dans un deuil sans fin. Il ne conservait que peu de souvenirs de Camille, visibles dans l'appartement. Une photo en noir et blanc dans un cadre argenté sur la cheminée, un carnet de voyage qu'elle remplissait autrefois, et un foulard bleu ciel soigneusement plié dans le tiroir de sa table de nuit. Ce foulard, il le touchait parfois du bout des doigts, comme pour s'assurer que sa mémoire ne lui jouait pas des tours. Il n'avait jamais pu se résoudre à effacer ses traces, ni à en parler ouvertement. Pour lui, Camille n'était ni vivante ni morte. Elle était absente, suspendue quelque part entre les deux mondes. Ce soir-là, en juillet, la chaleur pesait sur Paris comme une chape silencieuse. Armand rentrait tard, comme toujours, après une réunion prolongée avec les directeurs de ses filiales européennes. Les rues étaient presque désertes, et seuls quelques touristes flânaient encore, admirant les façades illuminées de la capitale. Il décida de marcher jusqu'à chez lui, évitant les taxis, comme s'il cherchait à retarder son retour à l'appartement vide. Il traversa la place de la République, pensif, les mains dans les poches. Le bruit des fontaines, le murmure des conversations lointaines et les pas résonnants sur le pavé formaient une bande-son familière mais creuse. C'est à ce moment précis que le cours de sa vie bascula. Juste avant d'atteindre la rue du Faubourg du Temple, une petite main agrippa soudain son bras. Armand sursauta, croyant d'abord à un vol. Il baissa les yeux et vit un garçon d'environ 8 ans, au visage sale, vêtu d'un vieux pull troué et d'un short trop grand. Ses yeux brillaient, non de peur, mais d'une urgence étrange. Avant même qu'Armand ne puisse réagir, l'enfant prononça d'une voix faible mais ferme. « Votre ex-femme est encore en vie. » La phrase transperça l'air comme une lame. Armand resta figé, son cœur battant soudain plus fort. Le garçon le fixait, puis aussi vite qu'il était apparu, il tourna les talons et s'enfuit dans la nuit. Armand tenta de le suivre, criant « Attends !» Mais l'enfant s'était déjà fondu dans les ruelles sombres. Sur le trottoir, un objet gisait au sol. Un bonnet en laine usé, portant des initiales brodées en fil doré. CL. Armand se pencha lentement pour ramasser le bonnet. Ses mains tremblaient. Il le regarda un long moment, comme si cet objet contenait une réponse. « Sur Camille Lefebvre », pensa-t-il, le souffle coupé. Était-ce une simple coïncidence, une mauvaise blague, ou une vérité que son esprit refusait encore d'admettre? Ce simple bonnet venait de fissurer les murs qu'il avait mis 5 longues années à ériger. Il marcha sans but pendant près d'1 heure, tournant en rond dans les rues familières, incapable de mettre de l'ordre dans ses pensées. Le visage du garçon, sa voix, et surtout ses mots, résonnaient sans relâche dans son esprit. Armand se retrouva devant la porte de son immeuble sans même s'en rendre compte. Il monta lentement les escaliers, le bonnet toujours serré dans sa main droite. Ce soir-là, pour la première fois depuis des années, il ne put trouver le sommeil. Quand l'aube pointa sur la Seine, quelque chose en lui avait changé. Une question restée trop longtemps enfouie venait de ressurgir. Et il savait, au fond de lui, que cette nuit n'était que le début d'un chemin périlleux. Le lendemain, Paris s'éveilla lentement sous un ciel de plomb. Armand n'avait pas dormi.
Toute la nuit, il avait tourné dans son appartement comme un fauve en cage, revivant ce moment surréaliste encore et encore. Le visage du garçon, ses yeux remplis d'une lucidité crue, sa voix tremblante mais déterminée. Et cette phrase, cette maudite phrase, « Votre ex-femme est encore en vie ». Elle tournait dans sa tête en boucle, au point qu'il ne savait plus si c'était un souvenir réel ou une hallucination née de son chagrin enfoui. Mais le bonnet restait là, tangible, posé sur la table basse, comme une preuve concrète que la scène avait bel et bien eu lieu. Armand passa la matinée à tenter de rationaliser. Il contacta un ami de longue date à la préfecture pour vérifier s'il existait des signalements récents concernant des enfants sans abri aux alentours de la place de la République. Rien. Il fouilla ensuite les réseaux sociaux, les forums locaux, espérant qu'un signalement, une photo, n'importe quoi puisse le mener au garçon. Mais il n'y avait rien, ni nom, ni signalement, ni même une rumeur sur un enfant errant tenant de tels propos. Comme si l'enfant avait surgi d'un autre monde, prononcé sa phrase et disparu. Vers midi, incapable de se concentrer sur le travail, il sortit à nouveau. Cette fois, il se rendit dans le quartier de République, espérant croiser à nouveau l'enfant. Il parcourut chaque ruelle, chaque banc, chaque recoin du square. Il interrogea des commerçants, des passants, des agents de sécurité. Personne ne semblait avoir vu un garçon correspondant à la description. Certains hochèrent la tête avec politesse, d'autres haussèrent les épaules, le prenant pour un homme troublé. Après des heures de recherche infructueuse, Armand s'arrêta au bord de la fontaine, épuisé, les jambes tremblantes. Il resta là un long moment, regardant les gouttelettes d'eau tomber en cadence, comme une métaphore cruelle du temps qui lui glissait entre les doigts. C'est là que son regard fut attiré par le bonnet dans sa poche. Il le sortit à nouveau, le tenant comme une relique. Les initiales CL ne laissaient guère de place au doute. Camille Lefebvre. C'était son nom de jeune fille, celui qu'elle utilisait parfois pour signer ses lettres, ses peintures, ses carnets intimes. Il se rappela soudain une discussion qu'ils avaient eue à ce sujet, un soir d'hiver enroulé dans une couverture, parlant de tout et de rien. Camille avait dit en riant « Si jamais je disparais, tu sauras que c'est moi si tu vois ces 2 lettres. » Sur le moment, c'était un jeu, une boutade romantique. Maintenant, cela sonnait comme une prophétie sinistre. De retour chez lui, Armand décida de revisiter ce qu'il avait toujours évité. Les souvenirs. Il descendit dans la cave, où il avait entreposé plusieurs cartons d'affaires de Camille. Il n'y était pas retourné depuis 5 ans. Les boîtes sentaient la poussière et le papier jauni, mais en les ouvrant, un parfum familier flotta un instant dans l'air, le sien. Il en sortit d'anciens carnets, des croquis, quelques vêtements, des lettres, et une boîte à bijoux en bois sculpté. Mais rien de nouveau, rien qui puisse éclairer cette énigme. Pourtant, au fond d'un livre épais qu'elle aimait particulièrement, un recueil de poésie d'Apollinaire, quelque chose attira son attention. Une petite clé USB dissimulée dans un creux découpé entre les pages. Le cœur battant, il remonta précipitamment, inséra le périphérique dans son ordinateur et attendit. Un seul fichier audio y figurait, sans titre. Il l'ouvrit et la pièce se remplit aussitôt d'un murmure fragile. C'était une voix de femme, une voix qu'il aurait reconnue entre 1000. « Si tu entends ça, c'est que quelque chose a mal tourné. Ne fais confiance à personne. » Puis plus rien. Quelques secondes de silence, puis la fin du message. Armand resta pétrifié. La voix était celle de Camille. Non un enregistrement quelconque, mais une voix empreinte d'urgence, de peur maîtrisée. Une voix qui appelait à la prudence, qui brisait en quelques mots les fondations de tout ce qu'il croyait vrai depuis 5 longues années. Il réécouta l'enregistrement des dizaines de fois, captant chaque inflexion, chaque souffle, chaque hésitation. La date de création du fichier remontait à 1 mois avant l'accident. Pourquoi n'avait-il jamais trouvé cette clé avant? Pourquoi avait-elle caché un message aussi cryptique dans un livre? Et surtout, pourquoi l'avait-elle enregistré? Tout son être était en alerte. Il comprit que ce qu'il avait toujours ressenti confusément, cette sensation que quelque chose ne collait pas, était peut-être fondée. Camille n'était peut-être pas morte, ou si elle l'était, alors elle l'avait été après avoir laissé derrière elle une piste volontaire, une alerte, un cri silencieux. Armand passa la nuit suivante à chercher, à lire les vieux courriels, les messages échangés dans les mois précédant sa disparition. Il chercha des indices qu'il aurait pu négliger, et plus il fouillait, plus il se rendait compte que des détails lui avaient échappé, des absences dans l'agenda de Camille, des appels reçus tard le soir,
une inquiétude perceptible dans certains de ses messages. Il réalisa aussi que ses souvenirs étaient devenus flous, comme si son esprit avait volontairement occulté ce qui dérangeait. Mais maintenant, les murs de l'oubli se fissuraient. Il n'était plus question d'accepter la version officielle. Ce n'était plus seulement une affaire de deuil mal digéré, de soupçons vagues. Il avait une preuve tangible, une voix revenue du passé pour lui dire de se méfier. Le lendemain, il décida de franchir une ligne qu'il n'avait jamais osé franchir. Il appela un ancien collègue de Camille, un homme discret et loyal, aujourd'hui à la retraite. Il lui demanda « Est-ce que tu te souviens si Camille te semblait inquiète avant l'accident ?» La réponse fut immédiate. Elle ne me disait rien, mais elle avait changé. Elle regardait souvent derrière elle. Elle écrivait beaucoup en secret. Je crois qu'elle avait peur de quelque chose, mais elle ne voulait pas en parler. Ce témoignage fut la dernière étincelle nécessaire pour qu'Armand prenne une décision irrévocable. Il n'était plus question d'attendre, de douter, de rester dans l'ombre de son propre passé. Quelque chose d'invisible avait tissé une toile autour de la disparition de Camille. Et il était temps d'en dénouer les fils. Peu importe le prix. Le ciel au-dessus de Paris semblait s'être assombri depuis que la voix de Camille avait résonné dans les haut-parleurs du bureau d'Armand. Ces quelques mots, chargés d'un avertissement terrifiant, avaient effacé 5 années d'acceptation forcée. Loin de le réconforter, cette révélation n'avait fait qu'approfondir le gouffre d'incertitude qui s'ouvrait sous ses pieds. Il se tenait là, seul face à l'écran, le regard fixé sur le curseur immobile, tandis que 1000 questions naissaient en lui sans qu'aucune n'apporte de réponse. Il comprenait enfin ce qu'il avait toujours refusé d'accepter. Il n'avait jamais tourné la page. Il avait simplement appris à ne plus la lire. Déterminé à ne plus rester passif, il se rendit le lendemain dans un quartier qu'il n'avait plus foulé depuis des années, celui de leur ancien appartement, niché entre les rues étroites et feutrées du Marais. L'immeuble, en pierre de taille, avait gardé son apparence majestueuse. Les volets blancs, les balcons ornés de géraniums, tout semblait figé dans une tranquillité qu'il savait désormais illusoire. Il avait conservé un double des clés, par habitude, ou par nostalgie inconsciente. La porte céda avec un cliquetis doux, et une odeur familière, un mélange de lavande et de papier ancien, l'envahit aussitôt. L'appartement était resté intact, meublé, entretenu, mais inoccupé. Il s'y rendait parfois, comme on visite un mausolée. Pourtant, cette fois, il le regardait avec des yeux différents. Chaque meuble, chaque recoin pouvait dissimuler une vérité oubliée. Il parcourut les pièces lentement, en silence, observant les murs, les étagères, les cadres. Il ouvrit tiroirs, boîtes, dossiers, relut des lettres, effleura les pages d'un journal abandonné. Rien ne semblait inhabituel à première vue. Puis, dans la bibliothèque, un détail attira son attention. Un livre plus usé que les autres, dont la tranche semblait avoir été recollée récemment. Il le tira lentement. Il s'agissait d'un ouvrage de récits de voyage, un de ceux que Camille lisait souvent en rêvant de contrées lointaines. En l'ouvrant, une légère résistance lui indiqua que quelque chose était caché à l'intérieur. Entre les pages, soigneusement insérées, se trouvait un second carnet, petit, relié de cuir, sans titre. Ce carnet, il ne l'avait jamais vu auparavant. Les premières pages contenaient des dessins, des croquis de paysages, de visages flous. Mais à mesure qu'il tournait les pages, les traits devenaient plus nerveux, les mots plus rares, les phrases plus cryptiques. « Il me faut partir, ils savent. Ils écoutent. Même toi, tu ne dois pas savoir. » Cette phrase griffonnée dans une écriture précipitée lui glaça le sang. Elle semblait adressée à lui, ou du moins à une conscience qu'elle espérait encore intacte. D'autres pages contenaient des fragments de pensée, des noms sans contexte, des chiffres, des lieux. Ajaccio, Bastia, Porto Vecchio, tous en Corse. Et une date encerclée plusieurs fois, 27 juillet, la veille du supposé accident. Le cœur d'Armand accéléra. Il comprenait maintenant que Camille avait préparé sa disparition, qu'elle l'avait prémédité, qu'elle avait, volontairement ou non, laissé des indices derrière elle. Parmi les dernières pages, un mot revenait sans cesse, souligné « mensonge ». À côté, un symbole qu'il reconnut aussitôt, le logo stylisé de sa propre entreprise, Levia. Ce détail l'ébranla profondément. Quelle relation Camille entretenait-elle avec les affaires internes de la société? Elle n'y travaillait pas. Elle n'assistait jamais aux réunions,
se tenant volontairement à l'écart du monde technologique qui dévorait son quotidien. Et pourtant, elle semblait liée à quelque chose de plus grand qu'il ne pouvait encore comprendre. Il referma le carnet, l'esprit en ébullition. Il avait besoin d'aide. Mais à qui pouvait-il faire confiance? L'avertissement de Camille était clair. Ne se fier à personne. Cela excluait ses associés, ses contacts professionnels, même ses amis les plus proches. Il pensa à une seule personne, le notaire de sa famille, un homme discret, méthodique, à l'écart de tous les cercles d'influence. Il lui donna rendez-vous dès le lendemain, sous un prétexte juridique banal. Lorsqu'il lui montra le carnet, l'homme pâlit légèrement mais ne posa aucune question. Il accepta de faire des recherches en toute confidentialité, notamment sur les noms et les lieux cités. Les jours suivants furent une torture. Armand retourna vivre dans l'ancien appartement comme s'il cherchait à se reconnecter avec le passé. Chaque soir, il relisait le carnet, essayant d'en percer les codes. Il se rappela une habitude de Camille, cacher des messages dans ses dessins. Il ressortit les carnets de croquis, les examina à la loupe, et il trouva, dissimulé dans un paysage de mer, un numéro de téléphone à peine lisible. Il hésita longuement, puis composa le numéro. La ligne resta muette quelques secondes, puis une voix féminine douce et craintive répondit « Qui est-ce » Il ne répondit pas tout de suite. Il avait reconnu cette voix. Ce n'était pas Camille, mais une de ses anciennes amies, une certaine Maëlle, qu'il pensait avoir perdue de vue depuis longtemps. « C'est Armand Lefebvre. Je cherche des réponses. » Un silence s'installa. « Tu ne devrais pas m'appeler. On nous écoute. Camille est-elle vivante ?» Un autre silence. Puis une respiration lourde et une phrase murmurée. « Elle a fait ce qu'elle devait faire. Elle savait qu'il viendrait. » Avant qu'il ne puisse en demander davantage, la ligne coupa. Armand resta là, téléphone à la main, sidéré. Chaque pas vers la vérité semblait l'éloigner un peu plus de toute forme de sécurité. Il comprenait désormais que ce qu'il avait entamé n'était pas une simple enquête sentimentale. Il venait de mettre les pieds dans une toile où les filles s'étaient nouées bien plus haut qu'il ne l'imaginait. Il avait voulu retrouver une femme. Il allait peut-être découvrir un mensonge d'État. Dès les premières lueurs de l'aube, Armand réserva un vol pour Ajaccio. Il n'avait pas prévenu qui que ce soit, ni ses associés, ni ses proches. Il avait désactivé ses réseaux sociaux, éteint son téléphone professionnel et ne voyageait qu'avec un bagage à main. L'instinct qu'il ne croyait plus posséder s'était réveillé, comme si cette quête devenue bien plus que personnelle l'arrachait à une torpeur de 5 années. La voix de Camille, les dessins codés, les fragments de phrases dans le carnet, tout l'avait conduit à cette île, la Corse, théâtre du drame officiel, mais peut-être aussi refuge involontaire d'une vérité ensevelie. L'atterrissage à Ajaccio se fit sous un ciel limpide. Le vent chargé d'embrun et le parfum des pins parasols lui rappelaient de vieux souvenirs, douloureux mais étrangement vivants. Armand loua une voiture discrète, sans GPS intégré, payée en espèces. Il consulta la liste des lieux mentionnés dans le carnet et se rendit en priorité au port où l'accident avait été signalé 5 ans plus tôt. Le rapport officiel parlait d'un voilier emporté par une tempête soudaine au large de Porto Vecchio. D'après les archives, seule Camille se trouvait à bord. Aucun corps n'avait été retrouvé, mais des débris, une sandale et un bracelet en argent avaient été identifiés et déclarés comme preuve de son décès. Il se rendit au bureau des affaires maritimes où un agent local, bourru mais cordial, accepta de le recevoir après qu'Armand se présenta comme un journaliste indépendant écrivant un livre sur les disparitions en mer. Après quelques recherches dans les archives papier, l'agent confirma que le rapport avait été rédigé par un certain capitaine Gérard Lanvin, un vieux marin aujourd'hui à la retraite. Il aurait été le premier à découvrir les débris flottants, ainsi que le bracelet de Camille. Curieusement, le dossier mentionnait que ledit capitaine avait disparu 2 jours après son témoignage, sans que cela n'ait éveillé le moindre soupçon des autorités. Intrigué, Armand entreprit de retrouver la trace de Gérard Lanvin. Il se rendit dans plusieurs bars fréquentés par les pêcheurs locaux. Dans une taverne au bord du port, un homme âgé, aux mains épaisses et à la voix rauque, affirma se souvenir du capitaine. Il le décrivit comme un solitaire, honnête mais inquiet dans les jours précédant sa disparition. L'homme ajouta un détail qui glaça Armand. Gérard avait reçu la visite de 2 hommes en costume, venus de Paris, la veille de son départ précipité. Personne ne l'avait revu depuis. Poussé par une intuition de plus en plus forte, Armand poursuivit vers Porto Vecchio,
Là, il visita les quais, les marchés, les cafés. Après plusieurs heures, une tenancière d'un petit restaurant de fruits de mer accepta de parler, après qu'Armand lui montra une vieille photo de Camille. Ses yeux s'agrandirent légèrement. Elle venait ici parfois seule. Elle parlait peu, elle écrivait beaucoup, toujours assise à la même table. Puis un jour, elle n'est plus revenue. Quand l'avez-vous vue pour la dernière fois? Peut-être 2 ou 3 semaines avant l'accident. Elle avait l'air préoccupée. Parfois, elle postait des lettres. Armand sentit son souffle se suspendre. Savez-vous à qui elles étaient adressées? La femme haussa les épaules. Je n'ai jamais regardé. Mais elle utilisait une boîte postale au bout de la rue. Il courut presque jusqu'à l'endroit indiqué. La vieille boîte aux lettres en fer forgé, rouillée par le sel et le temps, était encore en service. Il nota son numéro, puis se rendit au bureau de poste central. Là, il apprit qu'il existait un registre des utilisateurs réguliers de cette boîte durant les mois précédant l'accident. Moyennant un peu de persuasion et un billet glissé discrètement, un employé lui laissa consulter des copies des formulaires d'envoi. Et il y avait bien un nom, Camille Lefebvre. Elle avait utilisé cette boîte pour envoyer plusieurs courriers à des adresses parisiennes, toutes anonymes ou liées à des boîtes postales professionnelles. Armand en reconnut une, l'adresse d'un ancien consultant en cybersécurité avec qui il avait brièvement collaboré dans sa société. Un homme qu'il n'avait jamais revu après son licenciement, mais dont il savait que Camille le méprisait. Le doute devint plus qu'un soupçon. Camille avait découvert quelque chose qu'elle avait voulu signaler, quelque chose de dangereux. En explorant les environs, Armand finit par rencontrer un vieux pêcheur nommé Dominique, installé à l'écart du village, dans une cabane envahie par les algues et les filets. L'homme était taciturne au début, mais en échange d'un repas et d'un peu de vin, il se détendit. Lorsqu'Armand mentionna Camille, il devint pensif. Elle venait ici, elle écrivait, elle parlait peu, mais elle m'écoutait. Elle m'a raconté qu'elle fuyait quelque chose, ou quelqu'un. Vous souvenez-vous de ce qu'elle écrivait? Des lettres, toujours manuscrites. Une fois, elle m'a demandé si je pouvais les poster pour elle, car elle avait peur d'être suivie. Armand sentit un frisson lui parcourir l'échine. « Vous en avez encore » Dominique secoua la tête. « Non, mais je me souviens d'une chose. Elle parlait d'un homme, dans votre monde, celui des affaires, quelqu'un de haut placé. Elle disait qu'elle avait mis le doigt sur quelque chose qu'elle n'aurait jamais dû voir. » Armand rentra à l'hôtel le soir même, les bras vides, mais l'esprit plein d'indices. Tout convergea vers une vérité de plus en plus évidente. Camille n'était pas morte. Elle avait fui. Elle avait tenté d'avertir, et son silence avait été imposé, non choisi. Le lendemain matin, il prit la route pour Bastia, dernière étape de son itinéraire. Il n'y trouva rien de concret, mais une étrange impression d'être suivi le saisit à plusieurs reprises. Une voiture noire garée trop longtemps au même endroit. Un homme avec un journal dont le regard le fixait. Il changea d'itinéraire plusieurs fois. La paranoïa commençait à s'installer, ou bien était-ce une réalité déjà tapie dans l'ombre? De retour à Ajaccio, il fit ses valises. Il savait désormais que le mensonge était plus vaste qu'un simple accident. Il ignorait encore jusqu'où il remontait, mais une certitude le guidait. Pour comprendre ce qui était arrivé à Camille, il devait plonger dans les entrailles de sa propre entreprise. Car c'était là, sans doute, que tout avait commencé. De retour à Paris, Armand avait changé. Il n'était plus l'homme qui contemplait passivement les souvenirs de Camille, ni celui qui acceptait les versions officielles comme des vérités indiscutables. Les jours passés en Corse l'avaient arraché à l'illusion, et désormais, chaque pas, chaque décision, chaque regard porté sur son passé résonnait avec la puissance d'un pressentiment qu'il ne pouvait plus ignorer. Il se sentait épié. Rien de concret ne le prouvait, mais cette sensation d'être observé grandissait à mesure qu'il s'approchait de la vérité. Il comprenait désormais que chercher Camille, ce n'était pas seulement rouvrir une blessure personnelle, c'était gratter une surface que d'autres avaient tout intérêt à maintenir intacte. Le premier geste qu'il fit en rentrant fut d'appeler un ancien contact, Lionel Raymond, détective privé spécialisé dans les affaires sensibles, discret, sans lien avec les grandes firmes ou les circuits judiciaires classiques. Armand ne lui donna pas tous les détails, mais suffisamment pour éveiller sa curiosité. Lionel accepta immédiatement la mission, retrouver toute trace écrite laissée par Camille dans les mois précédant sa disparition. Armand savait que s'il existait une correspondance oubliée, une lettre jamais lue, c'était à Lionel qu'il fallait confier cette quête. Moins d'une semaine plus tard,
le détective le rappela. « J'ai quelque chose pour toi. Une lettre, récupérée auprès d'un ancien employé d'un centre de tri postal. Elle n'a jamais été envoyée. » Armand sentit son cœur s'arrêter un instant. Il se rendit immédiatement au bureau de Lionel, une pièce sombre dans un immeuble défraîchi du 10e arrondissement. Là, sur une table en bois, une enveloppe jaune pâle l'attendait, légèrement froissée, scellée, mais portant clairement son nom, écrit de la main de Camille. Aucune adresse, aucune date. Il l'ouvrit avec précaution, comme si le papier pouvait se désintégrer entre ses doigts. À l'intérieur, une feuille pliée, avec une écriture nerveuse, inégale. « Armand, si cette lettre t'arrive, c'est que je n'ai pas pu aller jusqu'au bout. Je ne sais pas si tu croiras ce que je vais écrire, mais je dois essayer. Depuis quelques semaines, je suis suivi. Je le sais, j'en suis sûr. Des visages inconnus, des appels silencieux, des messages cryptés que je reçois et que je ne comprends pas toujours. Au début, je croyais à une mauvaise plaisanterie, mais tout s'est intensifié. J'ai découvert quelque chose. Par hasard. En fouillant sur ton ordinateur, je suis tombé sur des documents que tu avais peut-être oubliés ou jamais lus. Ce sont des rapports techniques, des fichiers de surveillance, des données personnelles, des millions de données. Je ne sais pas exactement ce que cela implique, mais j'ai compris que quelque chose de très grave se tramait. J'ai essayé de t'en parler, mais tu étais ailleurs. Occupé, fatigué, ou peut-être que tu ne voulais pas voir. Alors j'ai mené ma propre enquête, et ce que j'ai découvert m'a fait peur. Il y a des gens dans ton entreprise, Armand. Des gens que tu crois loyaux. Mais ils mentent, ils manipulent. Ils utilisent la technologie pour surveiller, pour contrôler. J'ai tenté d'avertir discrètement, d'envoyer des copies à des journalistes, mais personne n'a répondu. Ou alors, ils m'ont fait taire avant. Je n'ai pas le choix. Il faut que je disparaisse, pour toi, pour moi. Parce qu'ils savent que je sais. Je suis désolé, je t'aime, et je ne t'abandonne pas. Mais je dois partir. Je ne peux pas t'expliquer plus. Un jour, peut-être, tu comprendras. Camille. Armand relut la lettre plusieurs fois. Chaque mot portait une charge émotionnelle brutale, mêlant amour, peur et sacrifice. Il était partagé entre la colère de ne pas avoir été mis au courant plus tôt et l'effroi de réaliser à quel point Camille avait été seule face à un danger qu'elle avait à peine eu le temps de nommer. Cette lettre changeait tout. Elle liait directement la disparition de Camille à son entreprise, à Lévia. Il rentra chez lui dans un état second. Il s'assit dans le salon, la lettre serrée dans ses mains. Il tenta de se souvenir des fichiers mentionnés, des rapports techniques. Il avait bien vu des anomalies dans les journaux internes, il y a plusieurs années. Mais à l'époque, il avait cru à de simples erreurs de codage, à des tests en développement. Il n'avait jamais imaginé qu'un de ses associés aurait pu détourner les données de millions d'utilisateurs pour un usage illégal. Et un nom lui revint, comme une gifle, Julien Moreau. Ancien cofondateur, ingénieur brillant mais instable. Armand l'avait évincé peu avant l'accident, après des tensions internes. Il se souvenait maintenant que Camille avait montré un intérêt particulier pour les projets auxquels Julien participait. À l'époque, il n'y avait vu qu'un souci professionnel. Mais si Camille avait mis la main sur des preuves, si elle avait compris que Julien n'agissait pas seul, alors elle était devenue une cible, une gêne, un obstacle. La lettre confirmait aussi que Camille avait essayé d'envoyer les informations à la presse. Cela expliquait pourquoi les journalistes n'avaient jamais rien publié. Soit les courriers avaient été interceptés, soit les destinataires avaient été muselés. Cela signifiait aussi que l'influence de ceux qu'elle avait dénoncés allait au-delà de l'entreprise. Elle parlait d'hommes en costume, de surveillance, de manipulation. Cela dépassait Julien. Cela impliquait un réseau plus vaste. Armand comprit alors qu'il ne pouvait plus se contenter de souvenirs ou de supputations. Il devait enquêter au cœur de son propre empire, reprendre les codes sources, réexaminer les audits, convoquer les anciens collaborateurs en toute discrétion. Il ne pouvait plus ignorer les signes. Camille l'avait averti, et elle avait disparu pour lui offrir une chance de réparer. Mais une pensée le hanta en refermant la lettre. Si elle était encore en vie, pourquoi ne s'était-elle pas manifestée? Et si elle était partie pour se protéger, où était-elle maintenant? Avait-elle fui assez loin? Était-elle encore traquée? Ou pire, avait-elle été retrouvée? Armand savait que le temps était compté. Il sentait, au plus profond de lui, que cette lettre, arrivée jusqu'à lui après tant d'années, était à la fois un adieu et un appel, et qu'il ne pouvait pas se permettre de rester sourd.
Le lendemain de la lecture de la lettre, Armand se rendit au siège de Lévia avec une détermination qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Il avait fondé cette entreprise avec l'ambition d'apporter quelque chose de différent au monde numérique. Une transparence, une éthique, une innovation centrée sur l'humain. Mais à mesure qu'elle avait grandi, que les investisseurs s'étaient multipliés et que les ambitions s'étaient gonflées, une part de lui s'était détachée de cette structure devenue tentaculaire. Désormais, il savait que dans ses fondations mêmes, quelque chose de pourri avait germé et que Camille en avait été la première victime. Armand accéda à son ancien bureau au dernier étage, un espace de verre et d'acier donnant sur les toits parisiens. Il avait laissé la direction quotidienne à des exécutifs depuis 3 ans, se contentant d'intervenir sur les grandes orientations. Il n'avait plus fouillé dans les serveurs internes, ni validé les audits techniques en personne depuis longtemps. Mais aujourd'hui, il voulait tout revoir. Il fit venir Philippe, le responsable actuel de la cybersécurité, un homme discret mais compétent, que Camille avait toujours trouvé trop effacé pour un poste aussi stratégique. Sous prétexte d'un contrôle de routine lié à une future levée de fonds, Armand demanda un accès complet aux serveurs historiques, aux logs archivés et aux flux de données internes. Philippe hésita, puis obtempéra, visiblement mal à l'aise. Armand resta dans le bureau toute la journée, scrutant des lignes de code, consultant des schémas, comparant les rapports internes avec ses souvenirs. Il cherchait une anomalie, une trace, une clé, et il finit par trouver quelque chose. 1 mois avant la disparition de Camille, un module expérimental baptisé Observer avait été activé sur l'un des serveurs de test, officiellement destiné à améliorer l'analyse comportementale des utilisateurs pour optimiser les interfaces. Ce module collectait des données personnelles avec une précision anormale, habitudes de navigation, géolocalisation croisée, correspondance privée, même des extraits de conversations vocales via les applications partenaires. Armand n'avait jamais validé ce projet. Aucun comité d'éthique ne l'avait examiné. Pire encore, le module avait été camouflé dans les mises à jour, sous des noms inoffensifs, et redirigeait ces données vers un serveur externe n'appartenant pas à Lévia. L'adresse IP de destination était masquée, mais Armand savait comment forcer la traçabilité. Après plusieurs tentatives infructueuses, il parvint à l'origine. Un centre de données privé enregistré au nom d'une société écran basée au Luxembourg, elle-même liée à une holding créée par Julien Moreau 6 mois après son départ de Lévia. Le lien était établi. Julien avait utilisé l'infrastructure de l'entreprise pour détourner des informations personnelles, probablement à des fins de revente ou de chantage, et Camille, en tombant sur ces informations, était devenue un obstacle à éliminer. Mais Julien n'aurait pas pu faire tout cela seul. Il avait été licencié, certes, mais il n'avait jamais eu accès direct au serveur après son départ. Il fallait un complice de l'intérieur, quelqu'un qui, encore aujourd'hui, travaillait chez Lévia. Quelqu'un que Camille avait peut-être identifié et contre qui elle avait tenté de se battre. Armand dressa la liste de tous les responsables techniques et administratifs de l'époque. Un nom ressortit, Chantal Verneuil. Bras droit de Julien à l'époque, elle avait survécu à son licenciement, avait gravi les échelons lentement et occupait désormais un poste clé dans le département des données. Il fit discrètement vérifier son historique par Lionel, le détective. En moins de 2 jours, celui-ci confirma que Chantal avait voyagé 2 fois à Luxembourg cette année-là et entretenait encore des liens professionnels ambigus avec certaines filiales obscures de la holding de Julien. Armand en fut abasourdi. Il réalisa que l'intérieur même de son entreprise avait été transformé en un réseau de duplicité, que ceux en qui il avait placé sa confiance avaient conspiré pour bâtir un empire parallèle basé sur le vol d'informations. Il comprit aussi que Camille, avec sa curiosité naturelle, sa méfiance instinctive et sa capacité à assembler les morceaux d'un puzzle invisible, avait vu ce que lui n'avait pas voulu voir. Elle avait peut-être réussi à extraire des preuves. Peut-être avait-elle copié les données, tenté de contacter la presse, et peut-être avait-elle payé le prix fort pour cela. Armand confronta Chantal, mais sans l'accuser directement. Il simula un entretien de stratégie interne, l'interrogea sur ses anciennes collaborations avec Julien, sur ses projets actuels. Elle resta calme, souriante, polie, trop polie. Il percevait la tension dans son regard, la précision mécanique de ses réponses. Elle mentait. Il n'avait aucun doute. Mais sans preuve matérielle directe, il ne pouvait rien faire.
Pas encore. Il retourna dans son bureau, la mâchoire crispée. Il décida alors de tout réexaminer à la source. Il reprit le disque dur de sécurité sur lequel étaient archivés les enregistrements des caméras internes de l'entreprise, couvrant les couloirs, les salles de réunion, même les zones techniques. À cette époque, Camille venait parfois le rejoindre pour déjeuner ou pour lui montrer un article, une note manuscrite. Il se souvenait d'un après-midi en particulier, quelques semaines avant l'accident. Camille était passée, agitée, tenant un dossier. Elle l'avait attendu dans le hall, avait parlé avec Chantal. Ce jour-là, elle était repartie sans le voir, après une dizaine de minutes. En retrouvant l'enregistrement de ce jour précis, Armand vit la scène. Camille entre, elle attend. Chantal la rejoint. Elles échangent quelques mots. Puis Camille sort, le visage fermé. Rien de visiblement violent, mais suffisant pour éveiller des soupçons. Il fit isoler cet extrait, le sauvegarda. Il s'agissait peut-être de la dernière fois où Camille mit les pieds dans l'Evia. Cette nuit-là, Armand ne dormit pas. Il relut la lettre encore et encore. Il revit chaque regard, chaque détail de cette vidéo. Il comprit que Camille ne lui avait jamais tourné le dos. Elle avait agi pour le protéger, pour révéler une vérité dont il n'avait pas voulu assumer la réalité. Et il se fit une promesse. Il détruirait tout ce que Julien, Chantal et leurs complices avaient bâti sur ce mensonge, même si cela signifiait détruire son propre empire. Armand passa les jours suivants dans une tension continue, une vigilance accrue à chaque mouvement autour de lui. Il avait pris soin de ne laisser aucune trace de ses recherches internes. Il travaillait de nuit, depuis des machines isolées du réseau principal, se déplaçait uniquement à pied ou en voiture de location et évitait tous les lieux habituels. Mais il savait que cela ne suffirait pas. S'il voulait comprendre toute l'ampleur de ce qui s'était tramé, il devait affronter celui qui, selon toutes les preuves rassemblées, avait été à l'origine du piège dans lequel Camille avait été prise. Julien Moreau. Il avait quitté Paris peu après son renvoi de l'Evia, sous prétexte de se retirer du monde des affaires. Officiellement, il vivait dans une maison isolée sur les hauteurs de Marseille, sans activité connue, loin de la frénésie technologique. Officieusement, il avait fondé une myriade de sociétés écrans liées à des opérations de traitement et de monétisation de données, opérant à travers des juridictions obscures, avec des structures opaques. Armand n'avait jamais eu la preuve directe que Julien avait poursuivi ses manipulations après son départ, mais tout dans ses découvertes récentes indiquait que l'homme avait, au contraire, affiné son réseau et étendu son influence. Il prit un train pour Marseille, sans prévenir personne. Le trajet fut long, ponctué de réflexions, de souvenirs désordonnés, de souvenirs de Julien autrefois si brillant, si passionné par la protection des utilisateurs, devenu aujourd'hui l'artisan d'une architecture numérique fondée sur l'exploitation et le chantage. À son arrivée, Armand se rendit directement à l'adresse transmise par Lionel. Une bâtisse ancienne, en pierre claire, perchée au-dessus d'une colline escarpée, entourée d'un terrain sec et sauvage. Aucune clôture visible, aucune sonnette, mais une présence palpable, comme si les murs eux-mêmes observaient. Il monta les marches lentement, puis frappa à la porte. Quelques instants s'écoulèrent, puis la porte s'ouvrit, révélant Julien, vieilli, les cheveux en bataille, la barbe grisonnante. Son regard resta figé un instant, surpris, puis une ombre passa dans ses yeux. « Armand, je dois avouer que je ne m'attendais pas à te voir ici. Je suis venu pour parler de Camille. » Un silence pesant s'installa. Julien s'écarta lentement et le laissa entrer. L'intérieur de la maison était sobre, presque spartiate. Des livres entassés, quelques écrans éteints et une pile de journaux non lus. Ils s'assirent des face à face, dans un salon sans musique, sans télévision, seulement le grincement du bois sous leurs pieds. « Je suppose que tu sais maintenant ce qui s'est passé. » Armand ne répondit pas tout de suite. « Je sais qu'elle a découvert des choses et qu'elle a eu peur. Je sais qu'elle a disparu après avoir tenté de prévenir, et je sais que ton nom revient à chaque étape de cette histoire. » Julien soupira. « Ce n'était pas censé se passer ainsi, je te jure. Alors dis-moi, tout. » Julien resta silencieux un moment, puis reprit d'une voix lasse. « Le module observeur, ce n'était pas une initiative personnelle. C'était une commande, un projet imposé, payé très cher par des groupes qui voulaient des données ultra précises. Des politiques, des assureurs, des agences de renseignement privées. Tout le monde voulait un morceau de l'esprit humain. Nous leur avons donné un outil.
Moi, j'ai juste codé. Chantal s'est chargée du reste. Elle avait les accès. Elle a ouvert les portes. Moi, j'ai pris l'argent. Camille. Elle a vu ce qu'on faisait. Elle est entrée par accident dans un de nos serveurs miroirs. Elle a copié des extraits, des noms, des circuits de transfert, des preuves, et elle a paniqué. Elle a tenté de t'en parler, mais tu étais aveuglé par le développement, les levées de fonds, les nouveaux marchés. Armand serra les poings. Elle a essayé de prévenir la presse. Je sais, mais à ce stade, elle n'était plus seulement une menace pour Lévia. Elle dérangeait beaucoup plus haut. Ils ont décidé qu'elle devait disparaître. Je ne voulais pas ça. Je l'aimais, moi aussi. D'une manière différente, peut-être. Elle était la seule à me regarder encore avec humanité. Un silence s'installa lourd. « Je ne sais pas où elle est », ajouta Julien. « Mais je sais qu'elle s'est enfuie. Elle a été aidée, pas par moi, par quelqu'un d'autre, une ancienne employée, quelqu'un que même moi, je ne pouvais pas identifier. Et tu les as laissés partir ?» Julien hocha lentement la tête. « Je n'ai pas le choix. Ce réseau, ce que nous avons créé, nous dépasse tous les deux. Même toi, tu n'as aucune idée de son ampleur. Si Camille est encore en vie, elle se cache pour une bonne raison. Et toi, si tu continues à remuer le passé, tu vas attirer leur attention. Tu es en train de le faire. » Armand se leva, le regard fixe. « Je n'ai pas peur d'eux. » Julien le regarda longuement. « Tu devrais. Ils ont fait disparaître des gens pour moins que ça. Camille leur a tenu tête. Moi, j'ai fui. Et toi, tu es encore là, au milieu. Décide-toi, Armand. Soit tu continues et tu les affrontes, soit tu retournes à ta vie d'avant et tu fais comme si elle était vraiment morte. Mais si tu avances, tu ne pourras plus jamais revenir en arrière. » Armand sortit de la maison sans un mot. Le vent s'était levé sur les collines. Il sentait que le dernier voile venait de tomber. Julien avait confirmé ce qu'il soupçonnait. Il n'était plus seulement question d'une trahison professionnelle, ni même d'un crime isolé. Il s'agissait d'un réseau tentaculaire, impliquant des acteurs puissants, capables de faire disparaître sans laisser de traces. Camille avait osé les affronter. Elle avait eu le courage que lui, jusqu'à présent, n'avait pas eu. Il descendit la colline sans se retourner. Sa décision était prise. Il allait les affronter. Et il n'arrêterait que lorsqu'il aurait retrouvé Camille, exposé la vérité, et détruit ceux qui s'étaient nourris du silence et de la peur. Peu importe ce que cela coûterait. Les jours qui suivirent l'entretien avec Julien furent marqués par une tension oppressante. Armand, désormais certain d'avoir effleuré le cœur d'une conspiration aux ramifications profondes, redoubla de précautions. Il changeait régulièrement de trajet, ne se connectait plus qu'à travers des VPN cryptés, évitait les communications directes. Il avait averti Lionel Raymond, le détective privé, des risques encourus. Mais Lionel, homme aguerri et habitué aux affaires troubles, avait simplement répondu avec un sourire tranquille. « Ce n'est pas la première fois que je nage dans des eaux sombres, mais je saurais me débrouiller. » Ils avaient convenu de se retrouver dans un hôtel discret près de la gare de Lyon, afin que Lionel puisse lui remettre un nouveau lot de documents récupérés. D'après ses messages, il avait trouvé des éléments compromettants liés à une série de virements financiers entre la holding de Julien et des comptes associés à des organismes prétendument humanitaires, en réalité utilisés pour blanchir des fonds. Lionel écrivait dans son dernier message « Ce que j'ai trouvé est plus gros que ce que nous pensions. Apporte une clé USB vide. Pas de téléphone, pas de traces. » Mais Armand attendit. 30 minutes, 1 heure, 2 heures. Lionel ne vint jamais. Inquiet, il demanda à la réception si quelqu'un nommé Raymond s'était enregistré. Le réceptionniste, un jeune homme nerveux, secoua la tête. Aucun Lionel Raymond, aucun homme correspondant à la description d'un détective n'était passé par là, du moins d'après les registres. Pourtant, Armand savait que Lionel avait réservé la chambre lui-même. Il l'avait vu effectuer la réservation sous ses yeux. Il insista, montra une photo, évoqua une urgence personnelle. Finalement, une femme de ménage intervint timidement, affirmant avoir vu un homme correspondant à la description de Lionel entrer dans la chambre numéro 115 plus tôt dans la journée. Armand exigea d'y monter. La direction céda à contre-cœur. Il monta les escaliers avec une sensation de plomb dans les jambes. La chambre 115 était vide, immobile, froide. Aucune valise, aucun papier, aucune trace de passage. Le lit était parfaitement fait, le mini-bar intact, la fenêtre fermée.
comme si personne n'y avait mis les pieds depuis des semaines. Mais Armand, qui connaissait Lionel, remarqua un détail, un coin de tapis légèrement soulevé. Il le souleva et découvrit, glissé entre le tapis et le parquet, un bouton de manchette gravé d'un symbole discret, une clé stylisée. Lionel en portait toujours une paire identique. Il comprit aussitôt. Lionel avait été enlevé, ou contraint au silence. Et il avait laissé ce seul indice, discrètement, pour signaler qu'il ne s'agissait pas d'un oubli ni d'un simple empêchement. Il avait été intercepté. Armand descendit les escaliers, le bouton de manchette serré dans sa paume. Il sortit dans la rue, se fondit dans la foule. Il ne savait pas s'il était suivi, mais il n'avait plus le choix. Il était lui aussi devenu une cible. À mesure qu'il se rapprochait de la vérité, les forces opposées resserraient leur étreinte. Il regagna son appartement, mais ne s'y attarda pas. Il récupéra un sac contenant de l'argent liquide, des vêtements, des copies cryptées, des documents rassemblés jusqu'alors. Puis il se réfugia dans un petit studio dont il gardait les clés depuis des années, un lieu que personne ne connaissait, même pas Camille. Les heures suivantes furent consacrées à retracer les dernières activités numériques de Lionel. Grâce à une procédure d'accès indirect à travers des passerelles de sécurité, Armand parvint à consulter les connexions établies depuis son terminal professionnel. Il découvrit qu'une requête avait été envoyée à un serveur sécurisé dans la nuit précédant leur rendez-vous. Ce serveur appartenait à un fournisseur de stockage en nuage basé à Genève, avec un niveau de cryptage si élevé qu'il nécessitait une double authentification physique. Armand comprit que Lionel, prudent jusqu'au bout, avait peut-être transféré les documents les plus sensibles dans ce coffre-fort numérique. Il tenta d'accéder au serveur, mais sans la clé biométrique ou la reconnaissance faciale de Lionel, l'accès lui était refusé. Cependant, il trouva une piste. Une session temporaire avait été établie depuis un cybercafé de la rue Oberkampf. Il s'y rendit dès l'ouverture, interrogea le gérant sous un faux nom, prétendant être à la recherche de son frère disparu. Le gérant, un homme grognon, finit par admettre qu'un client régulier, discret, avait utilisé un poste dans le fond du local durant plusieurs jours. Il laissa Armand consulter les historiques de navigation. Là, il découvrit des captures d'écran de documents, des relevés bancaires, des contrats entre sociétés écrans, des mails en langage codé. Un nom apparaissait de façon récurrente, Projet Orion. Aucun lien direct avec Lévia, mais les transferts étaient trop bien dissimulés pour être anodins. Et dans un des fichiers, une ligne attira son attention. CL. Test témoin prioritaire. Statut. Évitement. Dernière trace. Frontière franco-suisse. Ce fut le choc. Camille, identifiée comme témoin prioritaire, mentionnée dans une base de données secrète gérée par un réseau de surveillance parallèle. Et cette dernière mention, frontière franco-suisse, suggérait qu'elle avait été repérée récemment. Cela voulait dire qu'elle était encore en mouvement, qu'elle fuyait, qu'elle se cachait et qu'il la cherchait encore. Armand comprit que la disparition de Lionel n'était pas qu'une mesure de rétorsion. C'était un message, un avertissement. Mais il était trop tard pour faire marche arrière. Désormais, il n'était plus un homme en quête d'une vérité abstraite. Il était un témoin actif, porteur d'informations que d'autres voulaient étouffer à tout prix. Et Camille, quelque part au-delà des montagnes, luttait encore. Il traça sur une carte les endroits proches de la frontière franco-suisse, chercha les chalets isolés, les anciens refuges, les zones peu surveillées. Il se concentra sur les forêts près d'Annemasse, les villages à moitié désertés, les refuges de montagne accessibles à pied. Il allait devoir quitter Paris, quitter son nom, ses repères, et plonger dans une traque silencieuse, au cœur de l'hiver, à la recherche de la seule personne qu'il n'avait jamais cessé d'aimer. Ce n'était plus une quête pour comprendre, c'était une course contre la montre pour la retrouver avant qu'il ne soit trop tard. Le froid mordant du matin enveloppait Paris d'un voile humide. Armand, reclus dans son petit studio de fortune, avait à peine dormi depuis la disparition de Lionel. Les jours passaient avec une lenteur cruelle, et l'incertitude rongeait ses nerfs. Il savait que le temps jouait contre lui. Chaque seconde écoulée risquait de compromettre toute chance de retrouver Camille vivante. Il relisait sans cesse les dernières données récupérées au cybercafé, tentant de trouver un schéma, un indice, un motif dans les mouvements du projet Orion, dans les flux financiers, dans les connexions géographiques. Il n'en ressortait qu'un lieu vague, la frontière franco-suisse,
et une série de mots codés suggérant que Camille, ou du moins quelqu'un lié à elle, avait été récemment localisé dans cette zone. C'est alors que, dans un moment d'épuisement et de doute, une pensée le frappa comme un éclair. Le garçon, celui qui, des semaines plus tôt, l'avait interpellé sur la place de la République avec cette phrase glaçante « Votre ex-femme est encore en vie ». Armand se rendit compte qu'il avait négligé cette piste, accaparé par l'enquête technique. Ce garçon, inconnu, sale, effrayé, mais porteur d'une vérité que nul autre n'avait osé lui dire, était peut-être le seul lien direct entre Camille et la réalité présente. Il devait le retrouver. Il retourna à la place de la République, parcourut chaque banc, chaque recoin, interrogea les sans-abri, les bénévoles de la Croix-Rouge, les vendeurs ambulants. Personne ne semblait connaître un garçon correspondant à la description. Il élargit son périmètre, visita les souterrains, les abris improvisés sous les ponts, les squats de fortune. Pendant 3 jours, il marcha, dormit à peine, dépensa tout son argent en nourriture pour gagner la confiance de ceux qui l'interrogeaient. Et puis, le 4e jour, au détour d'un escalier menant au quai du canal Saint-Martin, il aperçut une silhouette familière. Un garçon, assis contre un mur, tenant un sac plastique déchiré, les vêtements encore plus usés que dans son souvenir. Armand s'approcha lentement. Le garçon leva les yeux et un éclair de panique traversa son regard. Il tenta de fuir, mais Armand, avec douceur, posa une main sur son épaule. « Enzo, c'est ton nom, n'est-ce pas ?» Le garçon hésita, puis hocha lentement la tête. « Je ne veux pas d'ennui, » murmura-t-il. « Moi non plus. Je cherche juste à comprendre. Tu m'as parlé de Camille, tu te souviens ?» Le regard d'Enzo se fit plus sombre. Il jeta un coup d'œil derrière lui, puis, d'une voix basse, presque inaudible, il dit « Elle m'a dit de ne pas parler, mais je crois qu'elle est partie pour toujours. » Armand sentit une douleur sourde lui transpercer la poitrine. Il s'agenouilla devant le garçon, essayant de contenir son émotion. « Dis-moi ce que tu sais. Je te promets que je ne te ferai aucun mal. Je veux juste savoir où elle est. » Enzo sortit un vieux carnet de son sac. Il en tourna les pages avec précaution, jusqu'à montrer un dessin à moitié effacé. Une maison de montagne, un sapin, un petit chemin sinueux, et au centre, une femme aux cheveux courts tenant la main d'un enfant. Sous le dessin, quelques mots, écrits en lettres maladroites. « Je ne peux pas rester, c'est trop dangereux. » « C'est elle qui a écrit ça ?» Le garçon hocha la tête. « Elle m'appelait mon petit lion. Elle disait qu'on devait se cacher, qu'on ne pouvait faire confiance à personne. On vivait dans un chalet près de la montagne, pas loin d'un lac. Je ne sais pas où exactement. Un jour, elle m'a réveillé en pleine nuit. Elle m'a dit que je devais fuir, que si quelqu'un venait, je ne devais jamais dire où elle était. Elle m'a donné de l'argent, un billet de train, et elle m'a dit d'aller à Paris. J'ai essayé de revenir, mais je ne la trouve plus. » Armand prit une profonde inspiration. « Est-ce qu'elle t'a dit pourquoi elle se cachait ?» Elle disait qu'elle avait vu des choses, qu'ils voulaient la faire taire, mais qu'elle avait quelque chose de précieux. Elle m'a dit que j'étais la preuve. Je ne comprends pas ce que ça veut dire. La tête d'Armand se mit à tourner. La preuve. Camille avait toujours parlé en énigme, mais cela c'était plus qu'un simple mot. Cela signifiait que l'enfant lui-même détenait quelque chose, peut-être sans même le savoir. Un secret, un souvenir, un fichier, quelque chose qui justifiait la traque. Armand sentit l'urgence grandir en lui. Il devait découvrir ce que Camille avait protégé. Et surtout, pourquoi elle avait placé Enzo au centre de tout cela. Il prit le garçon avec lui, l'installa dans le studio caché, lui offrit de quoi manger, un lit, des vêtements propres. Enzo dormait par bribes, réveillé par des cauchemars qu'il refusait de raconter. Pendant les jours suivants, Armand l'interrogea avec douceur, lui montra des cartes, des images de chalets, des photos satellites de la région autour de la frontière franco-suisse. Enfin, après plusieurs tentatives, Enzo pointa un lieu. Là, c'est là qu'on vivait. Je me souviens du chemin. Il y avait un panneau avec une cloche dessinée dessus. Armand repéra l'endroit, une zone boisée au nord du lac Léman, près du village de Saint-Gingolph, côté français. Il comprit que c'était sa prochaine destination, mais cette fois, il ne partirait pas seul. Il allait emmener Enzo avec toutes les précautions nécessaires, car ce chalet, abandonné ou non, était la dernière trace concrète de Camille, et peut-être le seul endroit où les pièces du puzzle pourraient enfin s'assembler. Il organisa tout en secret. Voiture louée sous un faux nom, itinéraire découpé, relais pour éviter d'être suivi.
Il savait qu'on l'épiait encore. Mais il savait aussi que Camille comptait sur lui. Il vit dans les yeux d'Enzo la même lueur qu'il avait vue jadis chez elle, un feu discret mais indomptable. Il comprit que ce garçon était plus qu'un témoin. Il était la clé d'un passé enterré et peut-être d'un futur à reconstruire. Armand boucla le sac de voyage. Il partirait à l'aube, vers les montagnes, vers la vérité, vers elle. Les premiers rayons du jour peinaient à percer le ciel nuageux lorsqu'Armand et Enzo quittèrent Paris. La voiture glissait silencieusement sur l'autoroute, tandis qu'un silence lourd régnait à l'intérieur de l'habitacle. Enzo, recroquevillé contre la vitre, semblait à la fois anxieux et résolu. Armand, quant à lui, avait l'esprit en alerte. Chaque kilomètre les rapprochait non seulement du chalet signalé par le garçon, mais aussi d'une vérité qu'il pressentait brutale. Ce n'était plus une simple recherche de Camille. C'était une descente dans un passé tordu, rempli de mensonges, de trahisons et probablement de crimes soigneusement dissimulés. Ils atteignirent de Saint-Gingolph en fin d'après-midi, un village calme aux abords du lac Léman, bordé de forêts épaisses et de sentiers étroits. Armand avait déjà repéré les alentours sur les cartes. Il savait qu'un chemin forestier menait à un groupe de chalets isolés, abandonnés pour la plupart. Il suivit les indications d'Enzo, se fiant à sa mémoire d'enfant, aux signes que Camille lui avait laissés. Après près d'une heure de marche, ils aperçurent enfin une bâtisse en bois sombre, à moitié camouflée par les arbres. Une cloche rouillée, fixée sur un panneau de bois fendu, pendait à l'entrée du terrain. Le garçon s'arrêta net, le doigt tendu. « C'est ici. » Armand s'approcha prudemment. Le chalet semblait désert, mais rien ne prouvait qu'il ne l'était depuis peu. Il poussa la porte d'entrée, qui céda sans résistance. Une odeur d'humidité flottait dans l'air, mêlée à des relents de poussière et de vieux bois. L'intérieur était modeste, spartiate. Un lit, une table, une cheminée, quelques étagères. Mais ce qui frappa immédiatement Armand, ce furent les objets encore présents. Des vêtements dans un sac, des assiettes propres dans l'évier, une lampe torche chargée, un livre ouvert sur la table. Quelqu'un vivait ici, récemment, ou s'était préparé à partir précipitamment. Il fouilla chaque pièce, cherchant un indice, une trace de Camille. Enzo l'aidait, désignant les endroits où elle rangeait ses affaires, ses cachettes secrètes. Derrière un panneau dissimulé sous le plancher, Armand découvrit une boîte métallique contenant des photos. Des clichés d'Enzo et Camille souriant, marchant dans la neige, jouant près d'un ruisseau gelé. Elle avait changé, cheveux plus courts, regard plus dur, mais une tendresse intacte dans ses gestes. Une vie avait existé ici, cachée, fragile, menacée. Mais ce fut dans une pièce adjacente, servant autrefois de bureau, qu'Armand trouva ce qui allait tout bouleverser. Un ordinateur portable, partiellement démonté, trônait sur un petit bureau de fortune. En le rallumant, il découvrit un dossier protégé par un mot de passe. Il tenta plusieurs combinaisons, en vain. Puis Enzo, observant l'écran, murmura « Essai, Lyon 472 ». C'est le mot de passe qu'elle mettait sur nos dessins. Le mot de passe fonctionna. Le dossier s'ouvrit, révélant une série de documents classés par date, par code, par contenu. Armand consulta les premiers fichiers. Des tableaux de transactions bancaires, des correspondances interceptées entre cadres de l'EVIA et représentants d'institutions financières, des preuves irréfutables que l'entreprise avait servi de passerelle à un système international de revente de données sensibles. Il y avait des listes de noms, d'adresses, d'accusations étouffées, des personnalités politiques, des journalistes, même des juges, tous surveillés, analysés, fichés sans leur consentement. Puis, dans un dossier intitulé « Final », il tomba sur des enregistrements vidéo. Camille apparaissait à l'écran, visiblement fatiguée, mais déterminée. Elle y expliquait, face caméra, comment elle avait découvert le projet observé, comment elle avait suivi les flux d'informations jusqu'à des centres de traitement hors juridiction française, comment elle avait tenté d'alerter des journalistes qui avaient mystérieusement cessé de répondre. Dans un des fichiers, elle disait « Si vous regardez ceci, c'est que j'ai échoué à vous transmettre ces preuves par les canaux classiques. J'ai tout stocké ici, dans ce chalet. Tout ce qui peut prouver que ce système, que nous croyons neutre, est en fait une arme de contrôle. Il manipule les élections, les marchés, les récits. Je ne suis qu'une voix. Mais je veux que mon silence ne soit pas vain. » Armand sentit un frisson glacial parcourir son dos.
Ce qu'il détenait dans cet ordinateur allait bien au-delà de Lévia. C'était une bombe. Camille avait rassemblé des preuves contre un réseau transnational d'espionnage privé, masqué derrière l'illusion de la technologie de consommation. Il comprit pourquoi elle avait dû disparaître, pourquoi Enzo avait été protégé. L'enfant n'était pas seulement un témoin, il était le dernier lien vivant avec une femme que ces forces obscures voulaient effacer de l'histoire. Mais la découverte la plus troublante restait à venir. Dans un dernier dossier nommé Urgence, il trouva des copies de virements bancaires en provenance d'un compte identifié comme appartenant à une fondation humanitaire financée par Lévia. Non pas une entité externe, mais bien une filiale créée secrètement par la direction de l'entreprise. Cette fondation versait régulièrement des fonds à un compte lié à Camille. C'était donc Lévia elle-même, ou du moins une partie de son système qui avait financé sa fuite, ou l'avait surveillée. Armand, les mains tremblantes, relut les documents encore et encore. Il comprit qu'elle avait été à la fois protégée et traquée de l'intérieur. Quelqu'un, quelque part dans l'entreprise, l'avait aidé tout en l'exploitant comme un pion dans une partie plus vaste. Le poids de la vérité l'écrasa. Tout ce qu'il avait construit, tout ce à quoi il avait cru, reposait sur un mensonge fondamental. Camille, par sa fuite, par son silence, par son courage, avait tenté de corriger cela seul. Il ne pouvait pas laisser cela continuer. Il copia toutes les données sur plusieurs supports. Il sauvegarda les fichiers sur un cloud sécurisé, dispersa les copies dans 3 caches physiques différentes. En sortant du chalet, Enzo le regarda. « Tu crois qu'elle est encore en vie ?» Armand répondit sans hésiter « Oui, et on va la retrouver. Mais avant, on va faire en sorte que tout le monde sache ce qu'elle a découvert. » Il savait ce qu'il devait faire. La vérité devait éclater. Peu importait le prix. La tempête allait venir. Et cette fois, il allait la provoquer lui-même. Le vent soufflait fort sur les hauteurs du lac Léman, soulevant des nuées de feuilles mortes autour du chalet abandonné. Armand, après avoir copié l'ensemble des documents extraits de l'ordinateur de Camille, avait sécurisé chaque élément comme s'il s'agissait de fragments d'un testament vital. Les fichiers, les vidéos, les relevés bancaires, les courriels interceptés, chaque pièce formait une mosaïque glaçante de corruption, de manipulation et de surveillance à grande échelle. Il savait que ces preuves étaient inestimables. Mais il savait aussi qu'elles attiraient déjà l'attention de ceux qui feraient tout pour les effacer. Il ne restait plus qu'à déterminer à qui les transmettre et comment. De retour à leur cache parisienne, Armand tenta de joindre les rares contacts encore dignes de confiance. La majorité restait muet ou déclinait toute implication. Certains numéros avaient été désactivés, les adresses électroniques revenaient avec des messages d'erreur. L'ombre de la surveillance, omniprésente, devenait palpable. Même les médias indépendants, d'ordinaire prompts à réagir, se montraient hésitants. Et c'est dans cet isolement grandissant qu'arriva, sans prévenir, un message crypté dans une ancienne boîte mail d'Armand, restée inactive depuis plusieurs années. L'expéditeur était anonyme. L'objet ne contenait qu'un mot, sursis. En pièce jointe, une vidéo. Armand, après avoir vérifié l'intégrité du fichier, lança la lecture. Le cœur battant, les doigts crispés sur la souris, il vit apparaître le visage de Camille. Elle était vivante. Le souffle lui manqua. Elle semblait plus âgée, les traits tirés, les yeux plus marqués. Mais c'était elle. Sa voix, son calme, sa détermination intacte malgré les années. « Armand, si tu vois cette vidéo, c'est que tu as mis la main sur ce que j'ai laissé derrière moi. Je te demande une chose, n'essaie pas de me retrouver. Il est trop tard pour me sauver. Ce que je fais maintenant, je le fais pour Enzo. Il doit vivre. Et toi, tu dois le protéger. Tout ce que j'ai découvert est entre tes mains à présent. Ce que tu décideras de faire, personne ne pourra le faire à ta place. Moi, je ne peux plus revenir. Ils savent où je suis. Mais ils ne m'ont pas encore atteinte. Pas complètement. Il reste du temps. Utilise-le. Ne le gaspille pas. » Elle marqua une pause, puis ajouta « Il y a une femme. Tu la connais. C'est elle qui m'a aidé à disparaître. Elle était avec nous à Lévia, mais elle a quitté la société il y a 3 ans. Elle connaît les circuits, les failles, les routes clandestines de la donnée. Son nom est Élise Vaudin. Elle m'a protégé. Elle m'a offert un autre visage, une autre vie. Elle peut t'aider si tu la retrouves. Mais attention, même elle n'est pas hors de danger. Si tu veux me rejoindre, commence par elle. Si tu veux me venger, commence par la vérité. » Armand resta figé de longues minutes.
Voir Camille, entendre sa voix, même à travers un écran, réactivait une douleur sourde, un mélange d'espoir et de peur. Elle était vivante, mais elle était loin, cachée, perdue. Et elle lui demandait de ne pas venir. Pas encore, pas tant que la vérité n'aurait pas éclaté au grand jour. Il nota le nom d'Élise Vaudin. Il se souvenait d'elle. Analyste en sécurité des réseaux, brillante, discrète, presque invisible dans les structures hiérarchiques de l'EVIA. Elle avait quitté la société brusquement, sans explication. À l'époque, cela n'avait pas soulevé de soupçons. Aujourd'hui, cela prenait une signification nouvelle. Il se lança dans des recherches. Les bases de données classiques ne donnaient rien. Les réseaux professionnels la déclaraient en congé sabbatique, sans localisation. Mais en fouillant dans des forums cryptés et des couches profondes du web, il trouva une trace. Un identifiant numérique, utilisé récemment depuis une adresse IP localisée à Bruxelles. Il ne perdit pas une seconde. Il organisa le départ avec Enzo, en modifiant une nouvelle fois leur identité numérique, en effaçant toute empreinte. Le trajet jusqu'en Belgique fut tendu, mais sans incident. Arrivés dans la capitale européenne, ils logèrent dans une pension discrète tenue par un couple de retraités. Armand, aidé de quelques vieux contacts hackers, parvint à tracer l'origine exacte de l'adresse IP. Un petit local partagé dans le quartier de Saint-Gilles, où plusieurs micro-entreprises technologiques louèrent des espaces. Il s'y rendit déguisé, seul, laissant Enzo en sécurité. Le lieu était banal, presque terne. Mais dans une salle isolée au fond du couloir, il la trouva. Élise Vaudin. Elle le reconnut aussitôt, même si son regard se chargea de méfiance. « Armand, je me doutais que tu finirais par comprendre. Camille est vivante. Elle m'a parlé de toi. » Un silence s'installa. Puis Élise referma la porte, abaissa les stores, activa un brouilleur de signaux. « Assieds-toi, on n'a pas beaucoup de temps. » Elle lui raconta tout. Comment Camille l'avait contactée en désespoir de cause. Comment elle avait quitté l'EVIA après avoir découvert des anomalies dans les flux de données. Comment elle avait contribué à effacer les traces numériques de Camille, à l'aider à franchir la frontière, à construire une nouvelle identité. Elle confirma également que des hommes liés à une branche privée de sécurité étatique avaient tenté de l'intimider. Elle avait tenu bon. Elle vivait dans l'ombre, changeait régulièrement de lieu, mais elle était prête à aider à nouveau. « Tu as les preuves ?» Armand hocha la tête. « Alors tu dois agir maintenant. Les prochaines 48 heures seront décisives. Dès qu'ils sentiront que tu t'apprêtes à tout révéler, ils frapperont. Tu peux m'aider à transmettre ça à la presse. » Élise acquiesça. Pas à la presse traditionnelle. Elle est trop lente, trop exposée. Mais je connais un réseau international de journalistes d'investigation indépendants. S'ils reçoivent les documents, ils les publieront dans plusieurs langues, simultanément, sur des serveurs miroirs. On ne pourra plus les effacer. Mais pour ça, il faut du temps. Combien ? 48 heures. Maximum. Après, tout dépendra de leur vitesse de réaction. Armand retourna à la pension, le cœur battant. Il savait ce qu'il devait faire. Protéger Enzo, transmettre les preuves. Et seulement après, chercher Camille. Le compte à rebours venait de commencer. La vérité, désormais, était en chemin. Rien ne pourrait plus l'arrêter. Les heures suivantes furent d'une intensité difficilement supportable. Chaque minute écoulée rapprochait Armand de l'irréversible. Tandis qu'Élise s'attelait à crypter et distribuer les documents vers les relais de son réseau de journalistes indépendants, Armand préparait le nécessaire pour quitter Bruxelles dès que l'opération serait déclenchée. Le plan était clair. Une fois les informations publiées, ils deviendraient des cibles. Le réseau qui protégeait Camille et menaçait Lionel, ce même réseau qui noyautait encore une partie de l'EVIA, ne tolérerait pas la perte de son principal levier de contrôle. Il frapperait vite. Il fallait anticiper, agir avant eux. Le soir même, Élise remit à Armand une dernière clé, un emplacement précis, dans les bois de Tervuren, à l'est de Bruxelles. Là-bas, lui dit-elle, Camille s'était réfugiée après avoir quitté le dernier lieu où elle avait été repérée. Ce lieu n'était connu que de 3 personnes, Camille elle-même, Élise, et un intermédiaire belge qui avait fourni les faux papiers. Camille y attendait une confirmation, que ces données, ces preuves, ces dénonciations soient entre de bonnes mains. Qu'Armand ait non seulement compris, mais qu'il ait décidé d'agir. Alors seulement, elle accepterait de sortir de l'ombre. Armand ne perdit pas un instant. Il laissa Enzo sous la protection d'Élise, avec des consignes strictes, en cas d'attaque, fuir vers la gare du Midi
où un contact anonyme leur fournirait de nouveaux papiers et un billet pour Genève. Puis, il prit une voiture de location, suivit les routes secondaires, traversa les quartiers calmes et boisés de la périphérie de Bruxelles, jusqu'à atteindre les sentiers sombres de Tervuren. Là, guidé par une série de repères discrets, un tronc gravé, une pierre renversée, un sac plastique noué à une branche, il trouva enfin une cabane de chasse, invisible depuis le chemin principal. Il s'approcha lentement, le souffle court. Il frappa doucement à la porte. Aucun son. Il attendit, puis frappa de nouveau. Un grincement, une ombre. Et enfin, la porte s'ouvrit. Camille se tenait là, amaigrie, le visage creusé, les cheveux plus courts, mais les yeux, eux, étaient intacts. Toujours les mêmes, intelligents, méfiants, profondément humains. Un instant suspendu, silencieux. Puis elle murmura « Tu as vraiment tout vu ?» Armand hocha la tête. « Et tu les as envoyés ?»« C'est en cours. Dans quelques heures, tout le monde saura. » Elle s'effondra dans ses bras. Le contact physique, après tant d'années, fut à la fois brutal et salvateur. Elle pleurait sans bruit, comme si elle s'était retenue trop longtemps. Armand ne dit rien. Il la serra simplement, longtemps, comme pour lui rappeler qu'elle n'avait jamais été seule. Puis elle reprit contenance, l'invita à entrer. La cabane était rudimentaire mais organisée. Elle avait visiblement vécu ici plusieurs semaines, peut-être plus. Il remarqua une carte, un carnet, des codes, des noms, des listes. « Tu n'as jamais cessé, pas vrai ?» demanda-t-il. « Je n'ai jamais pu. C'était ça, ou disparaître pour de bon. Mais je n'ai jamais cessé de croire que tu viendrais. » Ils passèrent des heures à échanger. Elle lui raconta comment elle avait quitté la Corse, comment elle avait échappé à ceux qui la poursuivaient grâce à Élise, comment elle avait changé plusieurs fois de visage, d'identité, de routine, comment elle avait élevé Enzo jusqu'à ce que sa présence devienne trop dangereuse. Elle lui expliqua qu'Enzo n'était pas son fils, mais celui de sa sœur, morte dans un incendie suspect à Lyon, quelques semaines après avoir dénoncé des anomalies dans un logiciel de reconnaissance faciale. Enzo avait tout vu. Il avait été témoin d'une rencontre entre sa mère et deux hommes qui l'avaient menacé. Camille l'avait protégé depuis. Il est plus qu'un témoin, Armand. Il est la mémoire vivante de ce qu'ils ont fait. Il a vu, et il se souvient. Armand comprit alors le vrai rôle du garçon. Ce n'était pas seulement un lien affectif. Il était le symbole d'une génération ciblée, manipulée, traquée avant même d'avoir pu se défendre. Camille avait tout sacrifié pour qu'il survive. Il ne devait plus fuir. Il devait devenir libre. Vers minuit, le téléphone d'Armand vibra. Un message codé. Élise. Publication lancée. Tous les relais activés. Préparez-vous. Camille se leva, rassembla ses affaires. Ils viendront vite. Alors on part. Mais en ouvrant la porte, il comprit que le délai avait été plus court que prévu. Au loin, entre les arbres, des lueurs, des mouvements, des silhouettes. 3, peut-être 4 hommes, avançant à pas rapide, armes en main. La forêt, d'un calme glacial, résonnait maintenant de leur approche. Camille attrapa une sacoche, laissa brûler dans la cheminée les derniers papiers sensibles. Armand ouvrit un accès secondaire, un vieux tunnel de drainage menant à un sentier plus bas. Ils s'y engouffrèrent, rampant, courant à travers la boue, retenant leur souffle. Derrière eux, des voix criaient, des ordres, des menaces. Pendant près d'une heure, ils avancèrent à travers bois jusqu'à atteindre une route déserte. Une voiture les attendait, moteur allumé. Élise, au volant, les fit monter sans un mot. À l'arrière, Enzo, sain et sauf. Lorsqu'il vit Camille, il bondit dans ses bras. Les larmes coulèrent, cette fois librement. « Je savais que tu reviendrais, » dit-il. « Et je ne te quitterai plus jamais, » répondit-elle. Ils prirent la route en direction du sud, roulant sans pause jusqu'à l'aube. La voiture disparut dans les paysages vallonnés de la Wallonie, emportant avec elle les 3 fragments d'une famille brisée mais debout. À l'arrière, Enzo dormait, sa tête posée sur l'épaule de Camille. Armand regardait la route. Et Camille, entre eux, veillait. Ils n'avaient pas gagné encore, mais ils avaient tenu. Et maintenant, la vérité appartenait au monde. Le jour se levait à peine lorsque la voiture s'arrêta dans un petit village du sud de la France, niché entre des collines couvertes de lavande et des vergers en fleurs. Armand, Camille et Enzo étaient épuisés, leurs visages marqués par des jours de fuite et de tension constante. Mais il y avait dans leur regard
une lumière nouvelle, quelque chose de rare, de fragile, d'intact, l'espoir. Le village, discret et éloigné des grandes routes, était un havre. Une poignée de maisons en pierre claire, des toits rouges, une place silencieuse dominée par un vieux tilleul. Aucun réseau téléphonique, très peu d'internet. C'était parfait. Ils s'installèrent dans une vieille bâtisse prêtée par un ancien contact d'Élise, un lieu autrefois abandonné, restauré sommairement, mais suffisant pour retrouver un semblant de paix. Camille passa les premiers jours à dormir, à s'occuper d'Enzo, à soigner ses blessures invisibles. Armand, lui, suivait de loin le raz-de-marée déclenché par la publication des documents. Partout en Europe, les médias reprenaient les révélations en boucle. Des centaines de personnalités impliquées, des réseaux de surveillance illégaux exposés, des systèmes de chantage démantelés, des députés, des chefs d'entreprise, même un ancien ministre, arrêté. Certains avaient fui. D'autres tentaient encore de nier. Lévia, au centre du scandale, devint un nom maudit. Les actions chutèrent. Une enquête parlementaire fut ouverte. Armand, dans une lettre publique, renonça à toute fonction exécutive. Il annonça la création d'une ONG internationale dédiée à la protection des lanceurs d'alerte, des journalistes en danger et des victimes de surveillance numérique. Il utilisa sa fortune pour financer cette structure, refusant toute aide d'État. Il voulait réparer autant que possible. Il savait que cela ne suffirait pas. Mais il refusait de tourner la page sans l'avoir écrite jusqu'au bout. Camille, quant à elle, n'apparut jamais publiquement. Sa disparition était encore considérée comme un mystère par la majorité du public. Certains l'imaginaient morte, d'autres en exil. Elle-même décida de ne jamais révéler son retour. Elle avait trop vu, trop vécu. Elle avait besoin d'effacement. Elle ne voulait plus fuir, mais elle ne voulait pas non plus redevenir visible. Son combat avait été mené. Elle laissait à d'autres le soin de le poursuivre. Enzo retrouva peu à peu une vie d'enfant. Il suivait des cours à domicile, jouait dans les bois, dessinait, riait. Armand et Camille l'adoptèrent officiellement, sous une nouvelle identité. Il n'était plus une cible, il n'était plus un témoin. Il était un enfant comme les autres, avec un avenir devant lui. Un jour d'été, alors que le soleil inondait la vallée d'une lumière dorée, Armand, Camille et Enzo se retrouvèrent sous le grand tilleul de la place du village. Des enfants jouaient, des familles passaient. Tout semblait simple, ordinaire. Camille regarda Armand et dit d'une voix douce « Tu crois qu'on peut vraiment recommencer ?» Il lui prit la main longuement, fermement. On ne recommence jamais vraiment, mais on peut continuer. Et parfois, continuer, c'est déjà une forme de renaissance. Elle sourit, les yeux brillants. Alors continuons. Le temps passa. Les saisons changèrent. Le monde, au dehors, continuait de se débattre entre ses mensonges et ses sursauts de vérité. Mais dans ce coin oublié, protégé par l'ombre d'un tilleul centenaire, une famille réapprenait à vivre. Armand jardinait. Camille écrivait. Enzo courait dans les champs. Rien n'était parfait, mais tout était réel. Et dans chaque geste, dans chaque silence, dans chaque rire, résonnait la force d'un combat mené jusqu'au bout. La vérité avait éclaté. La justice, partielle mais réelle, avait été rendue. Et dans le sillage de cette histoire faite de peur, d'amour, de courage et de secret, une certitude demeurait. Certaines voix, même étouffées, finissent toujours par être entendues. Parce que certaines vérités, aussi lourdes soient-elles, refusent de mourir. Et que parfois, il suffit d'un seul regard, d'une seule main tendue, pour que tout recommence autrement, pour que la vie, malgré tout, reprenne ses droits.